Nouvelle vidéo sur mon projet Parlez-vous français. Donc, je ne vais pas trop rentrer sur les détails de ce que c'est que ce projet et la stratégie derrière. Pour ça, vous pouvez consulter les autres vidéos que j'ai publiées à ce propos. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur une page spécifique. Donc, bon, vous voyez là, les différents designs que j'ai créés pour les différents breakpoints. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur cette page et plus spécifiquement, donc pas forcément le header et le footer, même pas du tout. C'est plutôt sur les fonctionnalités que j'ai codées la semaine dernière pour implémenter ce texte à trous. Donc, ce texte à trous, les utilisateurs pour lesquels il a été créé, ce sont bien sûr les apprenants de la langue française. Et donc, l'utilisateur doit trouver la bonne réponse. Donc, c'est assez simple hein, comme système, mais bon, j'avais jamais programmé de petits quiz comme ça jusqu'ici. En tout cas, pas depuis le bootcamp Full Stack Development que j'ai fait l'année dernière, en avril dernier. Et la semaine dernière, je me suis remis à faire du JavaScript pour me remettre en selle. Et ce petit projet, c'était vraiment chouette en fait. Aussi, c'était hyper chouette parce que j'ai réussi à le faire assez rapidement. Bien sûr, sans l'aide de l'AI, sinon à quoi ça sert? Moi, je suis encore en plein apprentissage et puis j'adore apprendre. Donc, euh, enfin, pour moi, l'AI n'a aucun intérêt pour ce genre de choses. En tout cas, pas pour ce que moi je veux faire, moi, ce que je veux apprendre et comment je veux grandir en tant que développeur. Et donc, expliquons maintenant comment les fonctionnalités de ce petit texte à trous. Eh bien, quand l'utilisateur va rentrer une bonne réponse dans un champ, il y aura un système de validation bien sûr, le champ deviendra vert en background avec une petite icône comme ça pour des raisons d'accessibilité bien sûr. Ensuite, il deviendra rouge au cas où la réponse est mauvaise et l'icône changera à une icône d'erreur. Et puis ensuite, ici vous voyez comment, à quoi ressemblent les inputs quand ils sont vides. Et puis bien sûr, la validation se fait que lorsque l'utilisateur clique sur valider. Donc en fait, ici, je vous ai mis des exemples de comment devraient se visualiser les erreurs, mais en réalité, si l'utilisateur avait cliqué sur valider, ces champs-là aussi auraient les mêmes caractéristiques d'erreur, bien sûr. Donc plutôt que d'être en default, il serait en erreur. D'accord? Bon. Et maintenant, je vais vous montrer la première implémentation que j'ai fait en code. Donc, j'ai fait ça la semaine dernière, j'ai testé, ça fonctionne comme je viens de vous le décrire, mais avec quelques petites subtilités supplémentaires. Donc, ici, on trouve le fichier HTML. On trouve le JavaScript et puis on trouve les styles. Donc tout est vraiment vanilla, c'était vraiment pour le test. Donc comme je suis junior en développement, euh, je voulais vraiment y aller petit à petit pour pouvoir valider les concepts que je développe et puis trouver les erreurs beaucoup plus facilement. Starting, ok. Alright. Donc ça donne ça. Donc comme vous voyez, j'ai pas les styles, je les ai vraiment limités et ils sont même un peu grossiers vraiment pour le test et bien voir ce que je fais. Pour l'instant, j'ai pas encore implémenté recommencer et voir les réponses. Ce que je veux vraiment mettre en place, c'est faire fonctionner la validation comme je le souhaite. Donc maintenant, je vais vous montrer le code que j'ai écrit pour arriver à ce résultat. Donc, dans mon fichier JavaScript, donc Vanilla JavaScript, la première chose que j'ai créée, c'est un array dans lequel je vais lister les réponses. Et en second temps, j'ai aussi créé la structure pour appeler tous les inputs avec la classe answer dans un array avec le nom input answers.
Et donc, je vais comparer les valeurs laissées par l'utilisateur dans chaque input aux solutions. Donc, c'est ça mon approche. Et en fait, vous pouvez voir ici, un peu plus bas, j'ai utilisé le if-else statement pour codifier ce raisonnement. Donc, vous voyez que les valeurs laissées par l'utilisateur dans l'input answer seront ajoutées à l'input answer et comparées aux solutions qui sont storées dans l'arrêt solution. Si les deux correspondent, si les deux sont égales, alors il y aura une classe succès input qui sera ajoutée au champ texte correspondant. Et si les deux valeurs ne sont pas égales, alors ce sera la classe error input qui sera ajoutée au champ correspondant. Et cette vérification, cette comparaison, sera faite sur tous les inputs, toutes les valeurs qui sont storées dans chaque arrêt. Ça, c'est possible grâce au loop for. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que je voulais être sûr que les error input et success input qui sont ajoutés au champ à ce moment-là de l'exécution du code soient bien retirés à chaque fois que l'utilisateur validera le formulaire, entre guillemets le formulaire. Donc, car bien sûr, pour que ceci soit exécuté, j'ai demandé à ce que ce code, cette logique soit exécutée seulement quand l'utilisateur cliquera sur le bouton avec la classe validate. Donc, si vous voyez aussi ici, donc on a bien les inputs avec la classe answer qui seront ajoutés, dont les valeurs seront ajoutées dans input answers ici. Donc, vous retrouvez dans l'interface ces inputs ici et ensuite le bouton valider plus bas avec la classe valider, ce qui correspond au champ texte et au bouton valider. Donc, on va voir ici, vous voyez bien que par défaut, les inputs ont la classe answer. Donc, on traque ces inputs. Ce sont les valeurs laissées par l'utilisateur dans ces inputs qui vont être ajoutées à l'arrêt input answer. Et donc ici, si je valide, bien sûr, la classe error sera ajoutée aux deux inputs. Et si par exemple ici, je mets une bonne réponse, eh bien ici sera ajoutée la classe success. On va faire cet essai. Et effectivement, donc il y a la classe error input qui a été ajoutée au premier input, qui a été laissé vide. Et puis le second input, c'est vu ajouter la classe success input, puisqu'en effet, C est la solution, correspond à la solution. Et enfin, j'ai ajouté un petit morceau de code qui permet de reset le style du champ texte quand il est édité. Donc maintenant, j'aimerais vous expliquer cette partie du code. Et donc ici, je vais vous montrer en fait à quoi il sert de manière concrète. Donc par exemple, ici, les deux inputs ont une validation d'erreur, donc avec un background rouge. Et en fait, l'idée, c'est que quand un utilisateur veut rentrer une nouvelle réponse, puisqu'il veut éventuellement trouver les réponses partout, c'est ce que j'espère qu'il se passera. Et donc ici, il va essayer de rentrer une autre réponse. Et en éditant le champ texte, la classe erreur va être éliminée, va être retirée. Et en fait, là, c'est ce qui se passe et on revient à l'état par défaut de l'input. Et donc là, c'est pas très visible parce que les couleurs que j'ai attribuées pour faire le JavaScript rapidement ne sont pas assez visibles. Mais ici, on peut observer que c'est le cas. En fait, la classe error input qui était ajoutée est maintenant partie. Donc on peut le comparer avec l'input au-dessus. Donc on a juste conservé la classe par défaut.
Et donc, c'est exactement ce que j'ai écrit ici, en fait. Là, on demande d'écouter à chaque fois qu'il y aura une édition d'un input, d'un des inputs, d'un des champs texte qui font partie de la section ID complete. Donc, à chaque fois qu'un de ces inputs sera édité par l'utilisateur, euh, donc ces inputs qui ont un type, qui sont de type classe, ça c'est au cas où il y aurait d'autres types d'inputs qui feraient partie de cette section. Ce qui est d'ailleurs le cas puisque on voit dans la section ID complete, plus bas on a un input de type checkbox. Donc en ajoutant input type text, on est sûr de juste traquer, de juste surveiller les inputs type text. Et donc, on dit qu'à chaque fois que l'utilisateur va éditer un de ses inputs, on va reset les classes. Donc, on écoute les classes et on dit, OK, retire toutes les autres classes qui ne sont pas answer, mais garde la classe answer. Et donc, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, voilà pour ma présentation du code. J'espère que c'était clair. Et pour moi, la seconde étape va être d'intégrer Tailwind dans mon workflow. Et donc, ce sera l'objet de ma deuxième vidéo, enfin de ma prochaine vidéo plutôt. Et je suis super contente parce que c'est la première fois que je vais travailler avec Tailwind. Moi, je connais Bootstrap, mais je vois que maintenant l'industrie demande de connaître Tailwind. Donc, je suis curieuse de savoir comment ça marche. Et donc, à bientôt. Bonne journée, ciao.